Bienvenue au 10e épisode de cette série. Ce pourrait être la vidéo la plus longue que j'ai réalisée pour ce format. J'ai beaucoup de sujets pour celui-ci. J'ai de brèves annonces à faire. Si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à passer. Je voulais revenir sur ma dernière vidéo, j'ai pensé la reposter, mais j'ai finalement choisi de ne pas le faire. La vidéo n'était pas mise en avant dans les recommandations, bien qu'elle fût entièrement monétisée. Aucune idée pourquoi, mais si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous devez faire un effort pour aller sur ma chaîne et cliquer sur la vidéo. J'ai aussi lancé une deuxième chaîne pour y partager du contenu à la fois similaire et différent. Il devrait déjà y avoir des vidéos disponibles là-bas. Allez voir, ça pourrait vous plaire. La deuxième chaîne sert aussi de sauvegarde. Finalement, j'ai posté une vidéo exclusive sur Patreon concernant des publications troublantes de 4chan et je compte y ajouter plus de contenu. Si vous n'êtes pas encore patron, pensez à le devenir. C'est littéralement juste 2 $ par mois et vous avez accès à pratiquement tout ce que j'offre là-bas. Sans plus tarder, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et plongeons dans le premier sujet. Les images que vous voyez actuellement dépeignent les derniers moments de la vie de Christy Becusa. La vidéo étant très sombre, vous n'avez probablement pas saisi ce qui se déroule. Le gars à l'arrière porte un masque de ski grâce à une politique d'Uber qui exige que les clients portent un masque. En tant que conducteur, vous ne pouvez pas savoir si le client couvre son visage à cause de la politique ou parce qu'il a de mauvaises intentions. Cela ne pose aucun problème dans la plupart des circonstances, il était plus qu'évident que cette règle serait finalement exploitée par des individus dérangés et pourris. Le suspect dans la voiture est Calvin Crew, âgé de 22 ans, qui a exploité cette règle à son avantage pour se déguiser complètement et prendre la vie de Christy. Au début, vous pouvez entendre Christy demander si la course est pour Tanaya. Tanaya est la petite amie de Calvin. Je suppose qu'il a laissé sa petite amie appeler un Uber pour qu'il puisse maintenir son déguisement. C'est quand même étrange, car cela peut facilement être lié à lui, mais peut-être qu'il n'a pas pensé aussi loin. Curieusement, l'adresse où Christy devait aller était une maison abandonnée. Calvin a donc sans doute en grande partie calculé et planifié cela. Nous arrivons maintenant au moment le plus choquant de la vidéo de la dashcam. Après près de 21 minutes de trajet, Calvin vérifie que personne ne le suit. Après cela, il se penche en avant et sort son pistolet, disant ce qui suit. Je suis désolé. Tu dois plaisanter. Que fais-tu? C'est un pistolet. Continue de conduire. Non, ce n'est pas le cas. Arrête. Allez, mec, j'ai une famille. Que fais-tu? S'il vous plaît, arrêtez. Attrape. Le maïs, mademoiselle? Pourquoi? Faites-vous cela, s'il vous plaît? Arrêtez. Pendant ce temps, il a saisi son téléphone et arraché la dashcam, mettant fin abruptement à l'enregistrement. Christy a été retrouvée plus tard dans un bois, tuée d'une balle derrière la tête. Elle laisse dans le deuil ses 4 enfants et son fiancé. En raison de la nouveauté de l'affaire, la punition que devra affronter Calvin n'est pas encore claire. Une équipe a lancé une cagnotte GoFundMe pour financer son mémorial. Alors que l'objectif de 30 000 a été atteint pour le mémorial, tout ce qui dépasse ira à son fiancé et à ses 4 enfants. Pour faire un don, rendez-vous sur sa cagnotte GoFundMe. En tant que principale pourvoyeuse de sa famille, son don serait très significatif. J'ai déjà beaucoup parlé de harceleurs sur cette chaîne, mais jamais de harceleurs qui apparaissent sur un live stream. Il y a un phénomène étrange en cours où de plus en plus de streamers, en particulier des streamers féminines, se plaignent d'être harcelés par des harceleurs. Cela arrive parfois en direct pendant leur stream. Aujourd'hui, j'examinerai quelques cas sélectionnés. Le premier provient du streamer JDN. Bien que ses streams soient en anglais, elle semble être allemande native et l'interaction avec son harceleur est également en allemand. Comme je suis aussi un allemand natif, je vais vous montrer le clip suivant avec des sous-titres traduits. Oh, attendez, mon père m'appelle. Tu es dedans? Qui es-tu? L'Albanie.
Avant de commenter cela, regardons la suite de celui-ci. Je viens de recevoir un appel disant que quelqu'un avait attaché mon père et coupé sa mâchoire si je ne montre pas mes seins en ligne, et il s'est avéré que l'homme n'est pas avec mon père et que mon père est en sécurité, mais je voulais demander si vous pourriez me dire d'où vient le numéro. Le numéro a clairement été usurpé. Elle pensait que c'était son père qui appelait. C'est quelqu'un qui se fait passer pour une personne de confiance pour tromper un individu. Dans ce cas, il a remplacé le numéro affiché par celui de son père, avec qui il n'a jamais été en contact. Elle n'a qu'à appeler la police et l'a signalé en conséquence. Néanmoins, une telle expérience est vraiment traumatisante. Que n'importe quel perdant aléatoire sur Internet soit capable d'utiliser ce type de technologie, qui n'est vraiment pas compliqué à utiliser pour détériorer la santé mentale d'une personne qu'il ne connaît même pas personnellement, est complètement fou. Passer du streaming intérieur à extérieur, 2 cas intéressants ont été trouvés. Le premier vient d'un streamer appelé Eligato. Au moment du stream, elle était au Japon, simplement en train de se promener. Soudain, un homme s'approche d'elle et cela arrive. Jour 21. Ceci? Qu'est-ce que tu fais? Désolé. Wow! Est-ce qu'il essaye juste de jouer? Je veux dire, il vient juste... de commencer à me suivre. Et puis, essayer de genre... Oh mon Dieu, je me sens tellement dégoûtée en ce moment. Pendant qu'elle vaquait à ses occupations, un loser l'a abordée. Il regarde même le téléphone ou la configuration du stream, persuadé que c'est une bonne idée de la ploter devant tout le monde. C'est aussi fou comment il s'en va simplement, comme si ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça en public. C'était certainement bien qu'elle ne soit pas restée silencieuse et qu'elle ait plutôt crié sur lui, disant en japonais « Ne me touche pas ». Parfois, les gens sont tellement choqués qu'ils ne peuvent ni réagir adéquatement à la situation. Le dernier dont je veux parler vient d'une streameuse nommée Je suis Jasmine et elle a définitivement juste gelé quand cela lui est arrivé. Cette streameuse a été victime de harcèlement récurrent pendant ses streams en direct. Dans cette vidéo, cependant, je ne veux montrer qu'un seul incident, sans doute le plus terrifiant. Le gars dans le clip suivant est vraiment bizarre, jetons un coup d'œil. Je me sens plus en sécurité à vos côtés. À propos de vous. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Finalement, elle réussit à s'échapper. Anonyme vient de faire un don de 66,66. Fait intéressant, seulement quelques minutes après l'incident, elle a pu en quelque sorte traiter toute la situation. Comment peut-il trouver ça acceptable? C'est incompréhensible. Désolée, je suis débordée. Ça va. Je ne pleure pas pour tout. Oh oui, allons-y. Je n'en veux pas. Je veux pouvoir, me débrouiller seule et être bien, repartir. Et puis 5 minutes plus tard, quelqu'un me touche bizarrement, tout le temps. Même si le harceleur ne comprenait pas la langue, pourquoi est-il allé vers une femme au hasard dans la rue et la touche constamment? Il n'y a tout simplement aucun argument à avancer pour justifier ce type de comportement. Celui-ci a été recommandé par un spectateur sur mon subreddit et c'est quelque chose que j'ai également déjà vu et sur lequel j'ai fait mes recherches. Je pense que certains d'entre vous ont également vu ces images. Auparavant, c'est un cas très étrange et très mystérieux. Il remonte à 2012 et il y a des images brutes de 4 hommes qui sont exécutés de manière décontractée en mer.
La partie intéressante est qu'il n'y a pratiquement aucune information à ce sujet, la police ne sait pas qui l'a fait, quels étaient leurs motifs ou qui sont les victimes. Près d'une décennie plus tard et leurs corps restent introuvables. Il n'y a tout simplement aucune piste ou trace de quoi que ce soit. Eh bien, jusqu'à maintenant. Après un peu de fouille, j'ai réussi à trouver un article assez récent sur cette affaire qui dévoile beaucoup d'informations. Je vais principalement me référer à un article du Washington Post qui a rassemblé de nombreux éléments nouveaux et intéressants sur cette affaire. Dans les images, nous pouvons voir des hommes impuissants dans l'eau libre, s'accrochant à des débris flottants ballottés par les vagues de l'océan, et plusieurs grands navires de pêche tournent autour des hommes. Les hommes dans l'eau sont sans gilet de sauvetage et personne ne leur vient en aide. Un homme dans l'eau lève les bras au-dessus de sa tête, les paumes ouvertes, dans ce qui ressemble à une tentative de se rendre. Maintenant, un homme sur le navire crie en mandarin « Feu, 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 feu !» Une rafale de balles atteint un homme et l'eau devient rouge. Au total, il semblait avoir tiré 40 balles. Ce qui est encore plus dégoûtant, les auteurs commencent à rire et posent pour des photos. Quand j'ai vu les images pour la première fois, cela semblait complètement surréaliste que de tels êtres humains dégoûtants existent même. À l'époque, j'étais extrêmement curieux de connaître l'histoire de cette épreuve technique, mais il n'y avait pas de réponse. Au total, 4 hommes ont été abattus de cette manière dans l'océan Indien ouvert. En 2020, les autorités à Taïwan ont arrêté l'un des suspects. 43 ans soupçonné d'avoir ordonné l'assassinat de l'une des victimes. La police espère désormais pouvoir traquer les autres suspects. Il y a tellement de problèmes avec les crimes qui se déroulent en mer ouverte. Il y avait au moins 4 navires de ligne longue sur les lieux de l'incident. Aucune loi n'oblige les témoins à signaler un crime, donc personne ne l'a fait. Vous pourriez soutenir qu'il est logique de signaler cela et vous auriez raison, mais ces personnes n'ont aucune conséquence à craindre, donc elles s'en fichent de ces scènes-là. De plus, si ce n'était pour un téléphone portable qui a été laissé dans un taxi à Fidji, une île en Océanie, les autorités n'auraient jamais su de ce crime en premier lieu. Gardez à l'esprit que les images ont été initialement trouvées en 2014, 2 ans après les exécutions en mer. Sans le téléphone portable, personne n'aurait jamais su cela, à part les auteurs eux-mêmes, ce qui est franchement très choquant. Il est clair que de tels crimes se produisent souvent sans que personne ne les remarque ou ne les signale. Les décanes sur le navire d'où la vidéo a été tournée ont déclaré à un enquêteur privé et à une équipe de documentaires avoir été témoins d'un massacre similaire une semaine auparavant. Le navire, appelé Pingxin 101, était sous pavillon taïwanais. Le capitaine au moment de l'attaque est un gars qui se fait appeler Wang Fengyu et a été arrêté par les procureurs pendant l'enquête. Il est intéressant de voir comment les enquêteurs ont identifié le navire et les auteurs. Les images du navire ont été comparées à une base de données maritime, confirmant presque certainement qu'il s'agit d'un Pingxin 101. Les matelots ont été identifiés via Facebook et d'autres réseaux sociaux où ils avaient évoqué leur période à bord. Les mêmes personnes ont ensuite révélé l'identité du capitaine du navire. Quant aux victimes, il n'y a que des théories. Une théorie est que les victimes semblent faire partie d'une attaque de pirates ratée. Toutefois, l'accusation de piraterie a souvent servi de prétexte pour massacrer des gens en mer. Une autre théorie suggère que les victimes auraient pu être des membres d'équipage qui étaient irrespectueux ou d'une manière ou d'une autre rebelles, des voleurs pris en train de voler ou des pêcheurs rivaux. Quelle que soit la raison, nous devons garder à l'esprit que tous ces hommes ne représentaient pas une menace et étaient sans armes et sans défense. De plus, il est incohérent qu'ils rient et posent pour des photos après avoir attrapé des poux. Vers 2018, un gars qui se faisait appeler Arabandi est sorti pour diffuser en direct. Pendant son direct, les spectateurs pouvaient faire un don et ajouter un message texte à leur don. Le diffuseur avait installé un haut-parleur qui lirait le message de Don. Il est clair que cela ne semble pas être la meilleure idée, surtout compte tenu de la nature de certaines communautés Twitch. Pourtant, à quel point cela s'est mal passé était très inattendu. Lors d'un live stream en 2018, Arabandi est entré dans un bâtiment d'une université à Washington et a rejoint une sorte de réunion. Je vais jouer le clip car c'est bien mieux que moi pour l'expliquer. Le C4 a été activé avec succès. Le compte à rebours de la détonation a démarré avec succès.
Généralement, on tenterait de s'échapper au plus vite de cette situation, mais ce streamer a choisi de rester. Il est resté sur place pour filmer la réaction des autres étudiants à l'extérieur. Je ne peux pas montrer son chat en direct ici car il spamme le mot haine, mais même eux lui disent de sortir de là. Sa réaction à cette situation est également intéressante. Il agit comme si ce n'était pas sa responsabilité ni son erreur et se demande pourquoi tout le monde l'a pris si au sérieux. Mec, il déclenche vraiment une alarme incendie parce que quelqu'un a fait un don de texte à parole, bro. Je veux dire, allez mec, je ne l'ai même pas dit. C'est ça le truc, quelqu'un a fait un don. Ils ont pris ça très au sérieux. J'allais passer un appel à l'immeuble. La police a fini par le confronter, menant à son arrestation également filmée. Attends, qu'est-ce qui se passe? Au sol, ne me force pas à te couper. Ouais, j'enregistre. Si tu vas me tirer dessus, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais, mec? Pose le pistolet. Que fais-tu, frère? Que fais-tu, frère? Tout ce que tu veux. Et c'est toujours bloqué, n'est-ce pas? Je sais que vous pouvez soutenir que ce n'était pas de sa faute, mais plutôt celle de la personne qui a fait un don, mais il est peut-être important de réfléchir à l'ensemble de la carrière d'Arabandi. La présence en ligne du streamer a été très brève. Il a en gros connu tout son succès en un mois avant d'être arrêté. Il a gagné en popularité après être apparu dans un stream en extérieur d'Ice Poseidon, un autre ancien streamer en direct. Malgré tout, une blague récurrente circulait dans la communauté. Ils attribuaient des noms aux gens selon leur ethnie ou leur apparence physique, d'après ce que je saisis. C'est pourquoi ils l'ont surnommé Arab Andy. Il appréciait la célébrité et acceptait ce personnage pour le prestige. Il a fait beaucoup de choses toxiques, par exemple aller voir des musulmans et laisser ses spectateurs lui faire des dons pour jouer des chansons à haute voix, alimentant clairement les stéréotypes. Il est même allé jusqu'à nommer sa chaîne YouTube ISIS Poseidon. Oui, il voulait vraiment attirer l'attention. Il y a eu de nombreux cas où il a été agressé, confronté à la police ou menacé à cause des sons de donation, mais il a toujours continué. Il y a aussi des clips extrêmement inconfortables. Par exemple, ici dans une université où quelqu'un a fait un don pour diffuser le mot haine dans une conférence. D'accord, Matt, puis-je le poser? Peux-tu ne pas être dessus? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Il enregistre. Les gens... Sors de sa maison maintenant. Qu'est-ce que c'est? Il enregistre. Les gens qui sont... Pardon, j'étais en direct. Je viens de voir ta classe. Super. Donc tu n'es pas dans cette classe? Je le suis. Je viens de m'inscrire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous inscrire à ce cours aujourd'hui, en plein milieu du déroulement de celui-ci. Et il me l'a dit au bureau. Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici? À ce stade, il est très difficile de ressentir de l'empathie pour lui. Il a eu de nombreuses occasions de comprendre que ce qu'il fait est très risqué et pourrait mal tourner, et donc, en conséquence, il a eu une mise à l'épreuve de 2 ans et n'a pas été autorisé à continuer à diffuser. Il dit aussi ici que le personnage d'Arabandi était le meilleur moment de sa vie, ce qui sonne franchement très triste. Cependant, après 2 ans, il a commencé à revenir sur YouTube et a également admis que ses spectateurs n'avaient tout simplement pas ses meilleures intentions à l'esprit et qu'il était tout simplement immature. En raison de son absence prolongée et du changement radical de contenu, il n'a pas réussi à attirer un large public et a donc abandonné sa chaîne. Il semble néanmoins aller bien, il a donc probablement tourné la page. Cette scène a été filmée par une dashcam en Australie. Sur l'autoroute, on aperçoit dans le rétroviseur latéral une voiture qui se rapproche à vive allure. La voiture passe devant lui et on peut voir un gars agiter une hache. On peut entendre les victimes dans ces images, mais jetons-y un bref regard. Oh merde, c'est la distance, mec. Après un arrêt rapide, l'homme les insultait probablement. Malgré leur tentative de fuite en faisant demi-tour, le coupable continue de les poursuivre en voiture, contrecarrant leur plan d'évasion. Alors que le conducteur ralentissait à l'approche de l'intersection, cela s'est produit. Oh, continue de conduire, sacré! Mec, appelle la police! Non. Oh, je pense que j'ai...
Oh mon Dieu. Après avoir percuté la voiture une deuxième fois, le coupable perd le contrôle du véhicule, permettant aux victimes de fuir. Ils sont allés rapidement au poste de police pour signaler l'incident. La police a localisé le véhicule et interpellé le conducteur. L'agresseur était persuadé que les victimes avaient cambriolé sa maison, bien qu'il ne l'ait jamais rencontrée auparavant. Les gars dans la voiture ont également ajouté dans un commentaire YouTube que leur voiture est limitée à 180 km/h, ce qui les a rendus incapables de semer l'agresseur. Ils ont aussi refusé d'entrer dans le tunnel pour éviter une collision. Au final, l'agresseur a été accusé de plusieurs infractions et mis derrière les barreaux pendant 2 ans. Le 20 avril, 2 hommes armés ont fait irruption dans une maison à Pasadena, au Texas. Dans la vidéo, on peut voir une jeune fille allongée sur le ventre sur le sol du salon aux côtés d'un ami masculin. Un moment terrifiant capturé par la sonnette Ring. Des parents ont vu leur fille et ses amis maintenus au sol sous la menace d'une arme via l'application. Les envahisseurs de domicile pointent une mitraillette sur la nièce des parents, leur fille et l'ami de leur fille, pendant qu'ils cambriolent la maison et menacent de leur ôter la vie. L'homme avec l'arme attrape une des filles par les cheveux et la pousse hors de la pièce avec une arme dans le dos tout en disant « Les parents ont parlé aux envahisseurs de domicile par le biais du microphone de la caméra de sécurité leur disant que la police était en route et de sortir de leur maison et « Qui est dans ma maison ? Je vous ai sur caméra. Les flics sont en route, mes voisins sont là. Ils appellent les flics en ce moment même. Vous feriez mieux de sortir de ma maison. » Le couple a réussi à effrayer les suspects armés en leur parlant, mais pas avant qu'ils aient pillé la maison et laissé les enfants terrifiés avec l'avertissement que s'ils bougent, ils tireront. Les parents ont déclaré que le suspect s'était introduit par les fenêtres pour cambrioler leur domicile. Ils ont diffusé les images sur Facebook. La police a confirmé l'information sur Facebook, mais elle est visiblement contrariée que les parents aient d'abord partagé ces images sur les réseaux sociaux avant de les transmettre aux autorités. Cela a rendu l'enquête plus compliquée et a provoqué une panique inutile parmi plusieurs citoyens. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés, mais la situation était très périlleuse. En raison de la nature très récente de cette affaire, les auteurs sont toujours en fuite et n'ont été ni attrapés ni identifiés. À Edmonton, Alberta, Canada, une caméra de sonnette a capturé une personne portant une casquette de basketball, un sweat à capuche foncée, un pantalon cargo gris et un gilet de sécurité jaune vif avec un sac de messager. Le propriétaire a reçu une alerte de mouvement sur son téléphone de la caméra de sonnette, mais n'était pas suspicieux car l'individu était habillé comme un travailleur des télécommunications ordinaires. Cependant, lorsque l'homme a commencé à regarder par la fenêtre de la porte et a frappé plusieurs fois, ses soupçons ont été éveillés. On peut voir l'homme utiliser un gant pour ouvrir la porte dans les images, probablement pour ne laisser aucune empreinte digitale. Il sort un talkie-walkie pour communiquer avec quelqu'un, faisant même un geste pour venir. Un autre gars s'avance. Ils remarquent alors une caméra mais poursuivent malgré tout. L'homme au gilet tente d'entrer avec un tournevis. L'autre gars se retourne et fait le guet. L'homme au gilet commence à ouvrir la porte, mais quelque chose se passe. Il s'éloigne de la porte. La vidéo partagée sur Facebook a suscité de nombreuses réactions, beaucoup prétendant connaître les auteurs. Le sort des voleurs est incertain, faute de mise à jour, mais ils ont probablement été arrêtés par la police. Le 9 mars de cette année à Stockton, en Californie, on peut voir un homme vendre des bonbons à une femme de 39 ans à sa porte d'entrée. Le propriétaire lui ouvrirait la porte. Pendant l'interaction, plusieurs hommes armés sont apparus derrière lui et ont cambriolé la maison. C'était un piège méchant pour gagner la confiance du propriétaire et ouvrir la porte. Ils ont volé ses affaires et se sont enfuis. Ce n'était pas la première tentative du supposé vendeur de bonbons. Il a été filmé quelques minutes avant par une autre sonnette Ring en essayant la même chose, mais le propriétaire n'a pas ouvert. On le voit aussi aller à une autre maison, mais ce propriétaire n'a pas ouvert non plus. C'est un cas très récent et les auteurs n'ont jamais été attrapés. Donc, c'est une mise à jour sur un sujet que j'ai couvert dans l'épisode 5 de ce format. C'est à propos d'un garçon nommé Jimmy Ryan.
Si vous n'êtes pas au courant ou si vous avez oublié, c'était essentiellement une recommandation d'un spectateur et il m'a envoyé un lien Reddit. L'auteur du post a partagé un lien vers une vidéo d'un garçon nommé Jimmy Ryan et la vidéo indique que son père documentait son cas afin de montrer une mauvaise pratique dans l'armée japonaise. La vidéo fait beaucoup d'allégations perturbantes tout en montrant des images dérangeantes de l'enfant s'accrochant à la vie dans un lit d'hôpital. Jimmy a des pansements qui couvrent sa bouche et ses yeux. Le père déclare que le garçon a une forte fièvre et les mains glacées. Un texte jaune, blanc et rouge est superposé sur les images, discutant de la prétendue corruption des autorités japonaises qui semblent essayer de dissimuler l'état du garçon comme un accident médical, tout en essayant de rejeter la faute sur le père. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, il est révélé que les yeux de Jimmy semblent être dans un état permanent où ses yeux se révulsent et sa bouche est légèrement ouverte. Jimmy est gravement blessé, défiguré, avec les hanches et les épaules brisées. Sa cage thoracique s'est effondrée sur ses poumons. Tout cela était étrange et il y avait un tas de revendications de la part du père et quelques incohérences. Je pensais que c'était toujours un sujet intéressant à creuser. Quelques semaines après la diffusion de la vidéo, le père m'a contacté. Voici la première partie de son email. « Je m'appelle James Ryan, père de Jimmy Ryan dans votre vidéo. Nous subissons une grave persécution en tant que lanceur d'alerte. Je vous remercie d'avoir parlé de notre fils, mais vous mettez notre famille en danger. Pourriez-vous l'aider, s'il vous plaît ? Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la transparence et je peux sauver sa vie. Veuillez pardonner l'email rapide qui peut ne pas sembler organisé, mais je vous promets que tout ce que je dis est soutenu par des gigaoctets de preuves irréfutables que le Federal Bureau of Investigation et le département d'État dissimulent dangereusement en violation grave du droit international et refusent délibérément et imprudemment de fournir des mesures de sauvetage pour mon fils, alors qu'il savait qu'il était brutalement torturé, ce qui causera sciemment le meurtre par félonie de mon fils. La pièce jointe était une énorme quantité d'informations, trop pour qu'une seule personne puisse la parcourir. J'ai répondu en soulignant les incohérences dans son histoire. Le site web est faux, les fondateurs sont faux et il n'y a aucune preuve réelle des choses que j'ai examinées. Il a fait des emails plus concis après cela, mais c'est toujours beaucoup trop pour moi à comprendre. Quelques mois plus tard, il m'a réécrit pour m'informer qu'il réalisait un court documentaire sur cette affaire. En tout cas, je voulais faire une mise à jour sur ce sujet. Cependant, je pense que ce sera ma dernière mise à jour sur ce sujet. Nous sommes arrivés au terme. Merci d'avoir regardé. Pensez à regarder ma vidéo précédente sur les utilisateurs de Reddit devenus criminels. Merci à tous les autres patrons et au soutien ici. J'apprécie vraiment cela. À la prochaine. Au revoir.